les autres intervenants de cette séquence-là à venir nous rejoindre, ne serait-ce que pour qu'on garde à l'esprit que tout cela s'inscrit dans une même problématique, celle justement des stratégies et du passage des stratégies au projet métropolitain, même si je doute que vous ayez le temps d'intervenir de manière exhaustive. Mais Gilles, Natacha, Sébastien Chambe, et puis j'en oublie, non, oui, Christine, voilà. Or, là, ça fait un peu politburo, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Le côté circulaire atténue la chose. Monsieur ou madame, pardon. Je m'adresse à Monsieur Petit. J'étais vraiment très intéressée par votre travail parce que c'est vraiment de l'aménagement du territoire. Alors, dans votre diagramme, il y a quelque chose qui m'a étonnée. C'est que le vélo, c'est presque rien. Et or, c'est un vrai sujet en matière de transport doux. Donc, c'était très surprenant. Et je crois que d'autres personnes sont intéressées de en savoir plus. Merci. Non, je pense que c'est une remarque très juste. Ce diagramme, il traduit à la fois la réalité pour 2007 et ce que donnent les projections pour 2020. C'est pas, face à ce constat, c'est pas pour autant qu'on a baissé les bras. Il y a un programme très important de stationnement vélo et de service vélo d'ailleurs qui est prévu dans le projet, mais le chiffre que vous avez vu me désole comme vous, mais pour l'instant c'est l'état des réalités, l'état des projections. Mais bon, les projections, il faut les prendre comme des ordres de grandeur, mais ça frappe beaucoup, effectivement, vous avez raison, notamment par rapport à la marche à pied. Question ici, pratiquement 4e, 5e rang. Allez, faites circuler le micro jusqu'à monsieur. Oui, monsieur Gaillard, je suis intervenu tout à l'heure. Une chose qui me surprend un peu, je pense que ça doit être un oubli, mais dans le développement durable, par rapport à la voie ferrée, il y a un autre thème qui est extrêmement préoccupant, c'est la question des pondéreux. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le passé, on a eu la tendance toujours d'éloigner de plus en plus loin l'échange camion-voie ferrée. Or, bien sûr, quand on fait des aménagements de ce type-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Les camions en centre-ville. Donc, par rapport à ça, sur Rennes et même également sur l'île, est-ce que cette question a été pesée, envisagée ou pas? Roloff, Philippe, vous concertez avant? Oui, que dire? La question, on constate que non, pas par quel bout le prendre. C'est sûr que du moment où on rend un territoire accessible, on le rend attractif. C'est toujours la question qui se pose dans les deux sens. Il y a des gens qui habitent loin des villes. On veut qu'ils aient une alternative à la voiture pour y aller. Et dans l'autre sens, si on crée une alternative et une mode de transport efficace pour aller au lieu de travail, qui se situe le plus souvent dans le ville centrale, ça crée une appel, enfin les gens y vont et les infrastructures qu'on crée, ils ont le fâcheux tendance à se remplir. Du coup, c'est vrai qu'en améliorant la desserte ferroviaire des métropoles, on met une nouvelle pression urbaine sur certains territoires plus éloignés. Après, c'est un choix à avoir. Et est-ce que dans une logique c'est le choix, je pense, qui est fait dans les SCOT, dans les stratégies métropolitaines. On dit dans une ville, un territoire urbain métropolitain structuré autour des réseaux de transport en commun, on a une meilleure répartition, on a une meilleure maîtrise des déplacements que quand tout ça se fait en nappe et on reste sur la voiture. Donc c'est le moins pire des choses, je pense. D'un point de vue développement durable, on se pose toujours cette question, est-ce que densifier c'est bien? On n'arrive pas de toute façon. Les gens doivent bien habiter quelque part, et c'est l'alternative qu'on trouve en ce moment. Donc dans un certain sens, d'un point de vue développement durable, et quand on part de l'idée que la ville dense est la meilleure solution, sur laquelle pas tout le monde est d'accord,
oui, on éloigne les gens des villes, mais je ne suis pas sûr que c'est un problème en soi. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. Hein. On m'annonce une question dans la... Oui, pardon. Un petit complément par rapport à ce que dit Roelof sur la question du fret, la question des pondéreux. Alors effectivement, donc il y a des réflexions qui sont... Alors sur l'île, c'est un petit peu particulier, sur les gares centrales, vous avez vu, ce sont des gares, aussi bien l'île Europe que l'île Flandre, qui sont strictement dédiées aux voyageurs. La gare de fret, elle était un petit peu plus loin, c'était la gare Saint-Sauveur, où toute l'activité fret a été... arrêté et délocalisé en marge du bassin minier, donc à Dourges. Et il reste un grand secteur donc de fret autour, c'est dans la partie ouest sur le site de délivrance encore, mais avec beaucoup moins d'activité. Simplement, il y a quand même, me semble-t-il, par rapport à cette question du fret, souvent une faible prise en compte, justement, et faible prise en compte aussi par rapport aux questions de nuisance. Les projets urbains qu'on a pu voir quand on était avec Roelof un petit peu sur le terrain à Roubaix, où on voit finalement alors une gare, un monument, hein, la gare de Roubaix, elle est magnifique, mais à l'intérieur elle est extrêmement dégradée. Et l'activité a fortement effectivement décru, et voyageurs et fret. Et donc la cour à marchandises a été cédée, un projet urbain est réalisé qui est alimenté justement par le plan campus. Donc on va réaliser des programmes d'aménagement sur ce site, et sur ce site, on localise un certain nombre de logements étudiants. Ah, très bien, le logement étudiant. Et où est-ce qu'on met le logement étudiant? On le met à côté des voies ferrées. On dit, bah, formidable, il y a le corridor écologique qui passe devant. Très bien. Sauf qu'à côté, il y a les voies ferrées. Alors les voies ferrées, il y a moins de voyageurs, certes, mais il y a tout autant de fret. Le fret est pondéreux et les trains de fret passent la nuit. Donc je ne suis pas certain que ça soit un indicateur de qualité de vie. Donc pour répondre à la question qui a été posée, je pense qu'effectivement, il y a une sous-estimation de la question du fret, globalement. On prend la question de la salle 2. Oui, bonjour. Bonjour. Patrice Aubertel, PUCA. Je rebondissais à l'intervention de Monsieur Le Petit il y a quelques années dans un programme antérieur au POPSU, mais la même démarche que POPSU. La recherche en elle-même était créatrice d'une scène sur laquelle pouvaient se rencontrer les acteurs locaux. Et c'était Jean-Yves Chapuis, qui est également dans la salle, qui avait organisé la rencontre. Et ça avait été l'occasion pour le directeur régional de la SNCF de rencontrer Alain Lorjou, le directeur des services techniques de la ville de Rennes. Et ensemble, ils avaient pu constater à partir du travail du chercheur qu'il était possible de dialoguer. Et donc, on parlait de scène tout le long de la journée, et je pense que c'est aussi souligner l'importance de la scène suivie de programmes de recherche. T'appelles un... Oui, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Je ne crois pas. Ça n'appelle pas de réponse de ma part. Et qui prépare peut-être la table ronde de demain sur la recherche urbaine à laquelle participe Jean-Yves Chapuis. Et juste pour dire rapidement, dans le cadre du programme POPSU, justement, les séminaires qu'on a organisés dans les différentes villes, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Enfin, on a eu ce type d'échange dans le cadre de ce programme aussi. Question. Juste un petit détail, je dois dire quand même la vérité que le directeur régional de la SNCF est rarement l'interlocuteur premier pour des projets de réaménagement. En tout cas, sur toute cette importance. Hein. Pour les gares secondaires, dans une certaine mesure, et encore, très vite, on attend. C'est un interlocuteur tout à fait intéressant parce qu'il est facilitateur, mais il ne faut pas non plus... J'ai passé plus de temps à aller voir Jean-Marie Dutilleul que le directeur régional. Là. Et le directeur régional était très heureux que ça se passe bien avec Jean-Marie Dutilleul. Il a tout fait pour que ça se passe bien. Mais ce n'était pas là que ça jouait, quoi. Alain, peut-être au fond d'abord. Oui, ce que je voulais rappeler, oui, excusez-moi, je Excusez-nous. voulais rebondir sur Oui. ce que dire Monsieur Le Petit. Le directeur régional est pertinent pour les questions foncières. Et donc, le devenir des emprises foncières de la SNCF en liaison avec un programme de la ville, c'est quand même quelque chose de déterminant. Et là, ils ont pu discuter entre eux pour voir l'importance des emprises ferroviaires qui pouvaient être attribuées à la ville.
pour ton Je ne peux projet. pas développer, mais je vous assure que j'ai acheté pas mal de foncier à la SNCF. Ça s'est jamais réglé dans le bureau du directeur régional. C'était dans le Monsieur- bureau de Monsieur Chapuis que ça se passait. Monsieur, Oui, Jean-Louis Labéry de la SED, groupe Caisse des dépôts. Je m'interroge souvent sur la notion de programmation urbaine autour des gares. Sur Rennes, vous nous avez dit qu'il y aura 140 000 m² de bureaux, 1000 logements. Pourquoi pas 200 000 m² de bureaux, pourquoi pas 50 000. Sur Lyon, vous avez dit autour de la Pardieu, ça sera 1 million, enfin c'est pas vous d'ailleurs, mais je crois que ça sera 1 million, pourquoi pas 2 millions, pourquoi pas 500 000. Je ferai la même remarque pour Bordeaux ou pour Lille. Vous avez évoqué concernant Euralille, on connaît bien l'histoire et vous avez bien montré les deux phases. Le premier modèle économique, c'était la urbaine tertiaire de Mauroy. Et puis on a évolué considérablement à partir des années 2000 vers quelque chose qui était beaucoup plus mixte. Et maintenant, on veut aller vers la ville de 24 heures. Et par ailleurs, concernant les gares périurbaines, vous avez dit assez justement, les élus, en dehors du calendrier qui fait qu'ils ont d'autres projets en tête, en fait, ils ne savent pas trop que faire autour des gares. Et ce qui vaut pour les grandes gares, mais les grandes métropoles, on voit à peu près ce que l'on peut faire. En périurbain, on peut deviner. Ça vaut encore plus pour les villes moyennes, qui sont nombreuses à développer des quartiers autour des gares. Donc ma question, c'est comment reprendre cette notion de programmation urbaine, pas au sens un peu mécanique qui était celle de l'aménagement dans le passé, mais comment faire en sorte, que ça fonctionne, deux, à la limite, parce qu'il faut bien déboucher sur quelque chose pour que ça se vende, parce qu'on voit ce qui découle d'objectifs un peu posés sur la table et on ne sait pas trop comment. Et trois, à votre avis, quelle démarche, quel processus avez-vous rencontré, avez-vous croisé pour aboutir aux programmes tels qu'ils sont? Merci. Christian. Oui, c'est une question tout à fait pertinente. Dans la précipitation de la présentation, je n'ai pas du tout abordé ça. Je pense notamment à la question de la programmation bureau. Il y avait un a priori qui avait donné les élus, c'était un quartier mixte. Donc mélange habitat, activité. Ensuite, la question du bureau, c'était se positionner notamment par rapport aux deux autres secteurs très attractifs pour le tertiaire, que sont la Courrouze et le secteur technopolitain de Via Silva. En se disant, Eurorennes, c'est un foncier qui est cher à libérer, donc qui fatalement va être assez cher en immobilier. Donc on le calibre relativement modestement par rapport à ça. Et d'autre part, on a, à Rennes, l'analyse du marché montrait qu'on a un gros déficit, un défaut d'offre, plus exactement, de foncier pour le tertiaire en centre-ville. On a des collègues de Nantes ici qui ne sont pas du tout dans cette situation-là, quoi. Donc voilà, c'est cette approche-là, à la fois complémentarité avec les autres secteurs desservis par le métro pour le tertiaire, qui peuvent produire du foncier, de l'immobilier moins cher, et la volonté que Eurorennes, ça reste un petit peu l'immobilier d'exception de centre-ville. Alain? Oui, j'ai un souvenir. J'ai participé à un appel d'offres qui s'appelait Quartier de Gare, et on travaillait sur les gares de Massy. On a été très vite persuadé qu'il n'y avait pas de quartier de gare possible et imaginable à Massy. Ce qui nous a amené à nous intéresser à qu'est-ce que c'est le territoire stratégique d'une gare. Qu'est-ce que c'est que le territoire, etc. Et là, je suis frappé aujourd'hui d'entendre qu'il y a des réponses qui sont apportées à cette question et que tout l'intérêt des exemples qu'on nous a présentés, c'est qu'ils donnent l'occasion d'une réflexion stratégique. C'est une manière de faire de la stratégie urbaine. La gare devient un prétexte pour faire de la stratégie urbaine. J'ai envie de dire que c'est une manière très lisible de faire de la stratégie urbaine. Et du coup, j'interpelle les intervenants précédents
en leur demandant, et vous, par rapport à d'autres types de stratégies urbaines, comment vous voyez la spécificité de cette manière de faire de la stratégie autour des gares. Comme j'ai le micro, je le garde pour dire, mais dans tout ça, il y a un oublié ou une oubliée, c'est la gare. C'est la gare, et la question que je pose, je vais dire plus clairement ce que je pense, j'ai visité un certain nombre de gares dans le monde, je ne trouve pas que la manière dont on pense la programmation hors ferroviaire pour les gares soit pleine de génie. On a là des objets qui sont des objets fabuleux, enfin des objets intéressants en tout cas, et on le voit bien avec l'exemple que tu prenais à propos de Roubaix, on va dire que sur le plan du programme, on ne se fatigue pas trop, et même quand on veut faire de la gare commerce, on ne se fatigue pas trop. Donc, est-ce que vous avez, vous, des investigations qui amènent à dire des choses un peu plus positives sur ce sujet-là? Et je rajoute un troisième point. Sachant qu'on dialogue tout à l'heure, n'épuise pas tout. Oui, mais voilà. C'est juste une petite, voilà. un petit peu de polémique que je veux introduire. Et vous qui avez travaillé sur les gares, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gares du Grand Paris dont on a bien évité de parler jusqu'à maintenant? Alors ça, sur Natacha. Juste une réponse rapide. Rem Koolhaas a parlé des Japonais qui arrivaient à la gare de Lille. Je pense que certaines réponses peuvent être trouvées dans les gares japonaises. C'est-à-dire qu'on devrait emmener en voyage d'études des aménageurs français visiter effectivement le réseau des gares de Tokyo, parce que c'est un réseau. La gare est une succession de gares sur une ligne qui tourne autour de la ville, et chaque ligne arrive sur cette gare et fait le tour et redistribue l'ensemble des gares. Ce n'est pas du tout un terminal, c'est quelque chose qui est totalement différent déjà dans la structure du réseau ferré. Et ensuite, les gares elles-mêmes sont extraordinaires pour nous quand on les visite, en tout cas par rapport au projet qu'il y a à l'intérieur, par rapport à l'ensemble des services, la façon dont elles se ramifient sous le sous-sol d'un territoire est extrêmement intéressant. Donc, c'est juste pour dire que, à titre d'exemple, je pense que ces gares qui sont, alors là je vous ai parlé des gares qui constituent ce réseau, ce système au niveau de Tokyo, mais c'est exactement, il y a une même intelligence dans des petites gares aussi qui vont venir desservir l'ensemble des petites villes qu'on va trouver par exemple entre Tokyo et Kyoto. Donc je pense que c'est un exemple pour répondre, et peut-être même pour répondre à des questions sur le Grand Paris, parce que là c'est le Grand Tokyo. Alors je propose qu'on ne s'y attarde pas trop parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais entendre Gilles, Sébastien et Christine sur l'autre question, c'est-à-dire en quoi ces projets autour de gares sont assez exemplaires. Alors, moi j'avais une question à poser, mais qui est une façon de répondre à Alain Bourdin. Moi ce qui m'a surpris quand même dans votre présentation, c'est la gare, la grande gare, et puis après la toute petite gare. Moi, je me demande si une des réflexions qu'on devrait avoir, c'est est-ce qu'on peut encore desservir une ville, même une ville moyenne à l'échelle européenne, par une gare, quoi. Et bon, j'ai pris l'exemple de Turin, c'est quand même un exemple intéressant. Je rappelle qu'ils ont couvert 10 km de voies ferrées. Alors, il n'y a pas de gare, la gare de la REP n'est pas terrible, mais c'est un vrai projet urbain, parce qu'en fait, on recoue deux morceaux du tissu urbain. C'est aussi un vrai projet de fonctionnement de la voie ferrée par rapport à la ville, qui passe sous la ville et qui dessert la ville à travers plusieurs points. Donc, pour moi, ça, c'est un projet plus stratégique qu'une seule gare, avec un projet futile, même Euralille, par exemple. Je trouve qu'en termes de réflexion stratégique, on doit sortir du projet exemplaire. On doit plutôt penser la stratégie à travers plusieurs projets. Et je pense qu'en matière de desserte ferroviaire, c'est pas logique d'avoir une gare à Grenoble avec 150 000 habitants à Grenoble et 300 000 dans la périphérie. Voilà, c'est pas logique qu'il y ait que cette grande gare. Sébastien Chambre et puis Christine. Sur Lyon, c'est vrai j'aurais quand même tendance à faire la différence entre Pardieu, Perrache, les grandes gares nationales et les gares sur lesquelles vous avez travaillé. Saint-Exupéry aussi, c'est ces grandes gares qui relèvent d'une desserte LGV, qui peuvent s'interfacer avec du projet urbain mené, je dirais presque par ailleurs, c'est-à-dire du projet urbain qu'on allie au projet de gare, mais qui ne se font pas dans un projet de gare. C'est bien 1 million de mètres carrés sur la Pardieu, c'est un projet, un acte politique
qui suppose une régulation pour répondre à votre question, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas forcément en mettre partout. Ça répond aussi à une analyse de marché, comme sur Rennes, pour vérifier que ce soit possible, mais c'est un choix politique de renforcement d'une centralité en particulier. Donc tout ça a été étudié, mais effectivement, nous, on déchante un peu, et ça abonde un peu dans le sens des observations de POPSU. C'est sur les gares TER de petites villes de la première, voire de la deuxième couronne. La desserte ferroviaire ne fait pas projet de densité, loin de là, automatiquement. Il faut tout simplement aussi faire le lien avec le niveau de service qu'il y a derrière. Quand on a un TER toutes les heures, on a beau avoir du foncier RFF tout autour du ventre, autour de ces gares-là, ça ne va pas générer un appétit des promoteurs automatiquement, comme le ferait une station de métro ou de tramway. Donc là, je pense qu'on en revient aussi d'un emballement d'il y a quelques années sur les vertus automatiques de la desserte ferroviaire. Donc j'abonde sur le fait quand même qu'il y a deux approches peut-être à nuancer. Christine Lifog. Alors je ne vais pas répondre sur le projet de gare, puisque nous avons un spécialiste et que nous avons une stricte division du travail à le faire. Mais je vais en fait relancer une autre question. Finalement, il y a un grand absent. Quelqu'un a posé la question du fret tout à l'heure. On parlait des trains de nuit, mais la question des derniers kilomètres entre les zones de stockage, éventuellement arrivées par train, et les magasins, et l'évacuation des invendus, des caisses, etc. Ça, c'est une première question. Et puis, deuxième question, quid de tous ces plans d'aménagement urbain dans les métropoles? On a parlé des passagers, mais bon, un peu du fret à la fin, à travers les gares. Mais toutes ces livraisons à domicile, comment c'est prévu dans ces projets métropolitains? Alors, voilà, autre Le dernier, en effet, j'avais mal compris la question tout à l'heure, mais en effet, le dernier kilomètre, il n'est pas prévu par le train. C'est pas possible. Je voulais juste une réponse très rapide à la dernière question d'Alain Bourdin sur que faire avec les gares parisiennes, sur laquelle le POPSU ne porte pas. Donc voilà, on n'a pas travaillé là-dessus. Mais je pense qu'il faut, en tout cas, au lieu de... On a un peu tendance à dire qu'il faut restructurer la ville autour des gares, ça veut dire qu'il faut densifier autour des gares. C'est peut-être pas la seule façon, et il faut trouver... Il y a des choses qui existent autour des endroits où il y a des gares, et il faut penser leur insertion dans le territoire de proximité, peut-être autrement que de juste dire il faut qu'il y a des promoteurs qui viennent et qui construisent des bâtiments autour. Il faut créer des liaisons différentes qui permettent, avec des gares à des lieux peut-être déjà préconçus ou existantes, de desservir le territoire à proximité. 2 secondes. Une petite remarque. Par rapport au fret urbain, je pense que vous avez raison. Moi, je pense que les choses évoluent beaucoup. Je me souviens d'il y a une dizaine d'années, quand on a voulu aborder cette question-là à Rennes, les élus en charge de la circulation, etc., nous ont dit il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étude qui s'engage. Donc, je pense que là, c'est en train d'évoluer. Par rapport à ce que disait Alain Bourdin sur la programmation des gares, l'ambition, etc., je voulais juste faire une petite remarque supplémentaire. On n'a pas du tout parlé du modèle économique de construction des gares. Là, ça explique beaucoup de ce qui se passe, de ce que tu as vu. C'est une sacrée boîte noire. Hein. Alors, je vous propose de nous en tenir là. J'ai bien compris que les gares vous intéressaient. Je m'attendais à moins de questions en fin d'après-midi compte tenu des circonstances, etc. Mais c'est bien la preuve que là, on a une parfaite illustration de ce que peut être un projet urbain, mais avec toutes ces problématiques, toute sa complexité. De vous à moi, je me demande si aussi, si vos travaux, les témoignages d'un Christian Le Petit ne devraient pas gagner à être publicisés, parce que le grand public ignore, autant les acteurs et les chercheurs convergent, vous tenez le même langage, vous manipulez les mêmes concepts, mais je suis frappé du décalage qu'il y a entre cette connaissance et puis celle de l'usager qui ne conçoit pas, qui est à milieu de penser que la gare est un levier de développement de son territoire, bien au-delà de son quartier. Hein. Voilà, c'est juste une réflexion que m'ont inspiré vos interventions. Il est indiqué, je vous dis tout, dans mon timing, qu'en principe, à cette heure-ci, nous devons, je lis, évacuer la salle. Hein,
Donc non, pas de panique, hein, on peut encore prendre quelques minutes pour échanger avec Alain Bourdin sur le mode d'un dialogue. Merci à tous les 1, 2, 3, voilà, merci à tous. Merci.